Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et voici l'épisode numéro 81. Cette semaine, on parle de la popularité de la Formule 1 aux États-Unis, on parle de la W Series et de Sophia Florsch qui n'est pas la grande supportrice de cette série et on discute de la situation des arrêts aux pluies qui va changer dès le Grand Prix de Hongrie. Alors bonjour ou bonsoir ou peu importe où vous êtes, bienvenue à cet épisode numéro 81, mais c'est aussi la fête du Canada, enfin s'il y en a qui le célèbrent. J'accueille avec moi Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va très bien. On est entre deux Grands Prix. C'est toujours un plaisir d'arriver aussi près d'un Grand Prix. Surtout celui d'Autriche, qui devrait être remporté par un certain Max Verstappen. N'oublions pas. Un 2 en 2, ça pourrait être le fun. Calmos, là. Calme-toi un peu, là. On sait même pas... je sais qu'il a gagné la course numéro 1, mais on va essayer de mettre les prévisions de côté parce qu'on ne sait jamais. La Formule 1, c'est comme la Coupe Stanley. Toujours imprévisible. Et voilà. Alors, écoute, dommage que tu n'étais pas là dimanche dernier parce que... Mais au moins, je pense que tu as bien fait le travail pour vanter un peu Max. C'est au moins la voiture. Ouais, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Alors... Je vais le faire encore mieux dimanche, t'inquiète. On verra ça. Évidemment, je te souhaite de pouvoir célébrer une victoire de Max Verstappen. Et je souhaite aussi que les Américains puissent le faire parce que ça va être c'est le sujet de notre premier épisode. En fait, on voit une popularité de la Formule 1 aux États-Unis. Je vous explique pourquoi. Lors du Grand Prix de France, il y a eu presque plus de 1 million de téléspectateurs qui ont regardé la course en direct sur ESPN 2. En direct, c'est 1,06 million de téléspectateurs. Ce qui fait la course de Formule 1 la plus regardée depuis Canada 2019, qui a été diffusée sur ABC, donc à l'échelle nationale aux États-Unis. Le Grand Prix du Canada ayant obtenu des codes d'écoute de 1,13 million de téléspectateurs. Mais la course la plus regardée aux États-Unis depuis sur le câble en fait aux États-Unis, c'est celle du Brésil en 94 sur ESPN avec 1,74 million toujours sur ESPN. Celle en Styrie a obtenu des codes d'écoute de 914 000 téléspectateurs sur ESPN. Ce qui représente la 9e audience la plus large aux États-Unis en termes de Formule 1. Et entre 10h15 et 10h30, heure de l'Est, il y a eu une pointe de 1,18 million de téléspectateurs. Donc, ce sont des chiffres qui sont assez intéressants. Et c'est pas seulement au niveau téléspectateurs. Pour le Grand Prix des États-Unis qui aura lieu au mois d'octobre, s'il n'y a pas d'autres cas de COVID-19, et on se le souhaite, il y a eu une demande de 20 000 billets supplémentaires mise en vente pour la course au Circuit des Amériques à Austin. Et évidemment, il y a le Grand Prix de Miami qui aura lieu en 2022. Donc, Marc-André, avec les chiffres que je te donne, puis ceux que je vais te donner un peu plus, est-ce que tu crois que la Formule 1 va devenir, en fait, aussi populaire que le NASCAR et l'IndyCar, selon les chiffres que je t'ai donnés, en fait, au cours de la saison? Je pense qu'on dénote une belle amélioration, une progression constante dans l'intérêt des Américains à la Formule 1. Et ça vient pas de nulle part. Ça vient que, premièrement, la compagnie qui gère ou la gestion de la Formule 1 est maintenant américaine avec Liberty Media. Ça l'aide parce qu'ils mettent énormément d'efforts aussi sur
améliorer un peu l'intérêt des Américains pour ce sport, nécessairement, avec l'ajout du Grand Prix de Miami. Ça vient prouver un peu que ce qu'ils veulent, c'est que la Formule 1 soit un sport bien établi aux États-Unis et les chiffres suivent présentement les efforts qu'ils font aussi. Je pense qu'on peut énormément dire un merci à Netflix et Drive to Survive parce que ça a un apport extraordinaire. Pas autant... ici même, on le remarque avec des discussions avec des fans qui n'étaient pas nécessairement établis avant d'écouter cette série, mais maintenant, ce sont des fans qui suivent ça chaque fin de semaine. Donc ça l'aide aussi. On connaît aussi l'intérêt des Américains. Ils veulent que ça soit un peu cinématographique et tout ça. Et là, ils l'ont. Ils ont cet apport de cinéma dans Netflix et je pense que ça les pousse à regarder la Formule 1. Et présentement, ça fonctionne. Donc oui, je crois que ce sont des sports qui sont extrêmement bien écoutés, comme aux États-Unis. La NASCAR, l'IndyCar, ils ont des codes d'écoute assez intéressantes déjà. Donc, je crois que la Formule 1 peut venir les chercher avec beaucoup d'aplomb. Et il y a quelque chose aussi qu'il faut que je mentionne, toujours au niveau des codes d'écoute. Actuellement, il y a en moyenne 928 000 téléspectateurs qui ont regardé les Grands Prix de Formule 1 cette année. C'est une hausse de 53% comparée à 2020. Et une hausse de 38 comparée à 2019. Et la saison n'est même pas encore terminée. Et je pense que les calculs sont faits peut-être en fonction des on a 8 courses de compléter cette saison à peu près, ouais. Là. Donc je pense que c'est fait en fonction de ces chiffres. Donc c'est quand même intéressant. Et il y a quelque chose à noter aussi, c'est que par exemple, selon Showbuzz Daily, excusez-moi, en 2020, 218 000 téléspectateurs qui ont regardé des Grands Prix de Formule 1 étaient âgés entre 18 et 49 ans. Donc, il y a et même le Grand Prix d'Émilie-Romagne, 41,3 téléspectateurs des 850 000 qui ont regardé la course, la victoire de Max Verstappen d'ailleurs, sont de cette tranche d'âge. Donc, on voit que comparé par exemple au NASCAR et à l'IndyCar qui vont chercher des codes d'écoute parmi les plus fidèles, évidemment parce que c'est made in America, la Formule 1 va chercher une démographie un peu plus jeune, puis c'est ça qui prend en compte aussi. C'est sûr que avec les chiffres que j'ai donnés par rapport à ESPN/ABC, ce sont des chiffres assez intéressants, mais je pense que c'est une bonne chose parce que la Formule 1 et les États-Unis, ça n'a pas souvent été un bon mélange. Je tiens à préciser que depuis 1950, je pense qu'il y a eu plus de 10 villes aux États-Unis qui ont accueilli la Formule 1. Il y aura Miami l'année prochaine, il y a Austin, on est passé par Détroit, le parking du Caesars Palace de Las Vegas, on est allé à Phoenix, de toutes les places où la Formule 1 pouvait aller, ils ont décidé d'aller à Phoenix, ça n'a pas été un grand succès, Indianapolis à deux relais, en fait, pour les 500 000 d'Indianapolis et pour le Grand Prix des États-Unis. On est allé à Long Beach. Donc, à chaque fois, il y a eu des passages aux États-Unis, mais ça n'a pas été aussi concluant que ce qu'on voit actuellement. Et la popularité de la Formule 1 aux États-Unis est en train de solidifier un peu la présence. Et c'est pas pour rien que, par exemple, Bernie Ecclestone l'a fait depuis plusieurs années. Aller chercher un deuxième Grand Prix aux États-Unis parce que il y a un marché. Je sais que oubliez quand même NASCAR et IndyCar derrière la Formule 1. Je ne pense pas que ça va arriver parce que il y a une grosse fanbase. Il y a une grosse fanbase. Mais on voit que la Formule 1 est vraiment prise au sérieux par les fans et c'est quelque chose qui est intéressant à voir. Mais encore là, je me demande si
jeunesse va s'intéresser à une compétition comme la NASCAR. Et je ne veux pas comme poignarder la NASCAR, mais c'est une version de course qui est peut-être plus longue et plus endormante venant de la façon dont c'est fait. Et je pense que la jeunesse veut justement beaucoup plus d'action, même si la Formule 1 n'est pas parfaite. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je me questionne vraiment sur les efforts qui sont faits par la Formule 1 présentement pour attirer les jeunes sont énormes. Et on voit que ça fonctionne avec les chiffres que tu as donnés. Je pense que c'était 53% entre 18 et 40 ans. Non, c'est je vais juste répéter, c'est 41,3% des 850 000 téléspectateurs qui ont regardé le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola en avril dernier. C'est fou, là. C'est près de la moitié quand même qui ont regardé le Grand Prix. Et ça, ce n'est qu'un début, selon moi, pour ce qui est des Américains avec la Formule 1. Je pense que c'est un mariage qui peut bien fonctionner dans les prochaines années, surtout si la compétition peut devenir encore plus intéressante avec tous les règlements que la Formule 1 veut instaurer en 2022 pour que la parité soit encore meilleure et pour que les dépassements soient favorisés. Je pense que si l'action est bonne, les Américains vont embarquer dans le bateau même s'il n'y a pas d'Américains parce qu'on connaît le sentiment d'attachement envers tout ce qui est américain, surtout pour cette nation. Donc je pense que et à quand un pilote américain, le prochain pilote américain? On se le souhaite. On se le souhaite parce que ça va amener un autre intérêt encore plus fort. Donc je pense que déjà d'avoir 2 Grands Prix, ça peut être intéressant, mais j'aimerais, dans les prochaines années, avoir un pilote américain et qu'il mérite sa place. Je pense qu'il faut être clair aussi. Il faut pas qu'il achète son baquet. Mais avoir un Américain capable et bon, j'aimerais bien ça. Et surtout qu'il soit très bon, qui fournissent les résultats, parce que par exemple, je pense à un pilote comme Alexander Rossi qui a eu un relais de 7 courses en 2015 avec Manor Marussia, et son meilleur résultat, c'était lors de ce Grand Prix des États-Unis fou, marqué par l'ouragan Patricia, où il a fini 12e. Mais les résultats, c'était une voiture horrible, et quand il est allé en IndyCar, il a gagné les 500 000 d'Indianapolis à son premier essai. Donc, en Formule 1, il y a eu Scott Speed aussi, mais les résultats étaient pas là. Puis, disons que Franz Tost ne veut plus entendre parler de lui après son altercation au Grand Prix d'Allemagne de 2007. Mais il faut un Américain. Je pense que les Américains, à moins que je me trompe, s'attendent à avoir un Mario Andretti, un genre de Mario Andretti, parce que s'ils veulent voir quelqu'un gagner au niveau de tout ce talent international, il faut que le pilote soit pris en charge par une écurie de haut niveau. Alors, très rapidement dans sa jeunesse également. Exact. Un peu comme ça a été le cas. Et qu'il se transporte en Europe, un peu comme Lance Stroll, qui s'est déporté de son pays natal, le Canada, pour poursuivre son rêve. Et c'est la solution aussi pour peut-être plusieurs Américains dans les prochaines années, les prochaines décennies, s'ils veulent se construire un empire de pilotes, disons. Ouais, exactement. Et je fais le parallèle ici au Canada. Ici aussi, ça a été le cas avec évidemment Gilles et Jacques Villeneuve. Quand ils ont commencé à gagner, il y a eu une popularité énorme. Et quand Jacques a gagné le championnat en 97, juste à voir les images au Centre Bell, anciennement le Centre Molson, juste voir l'ovation pour le rendre hommage, la Villeneuve Mania, tout le monde parlait de lui. Donc ça prend un peu un héros national pour pouvoir faire augmenter les codes d'écoute et la vente de billets pour les Grands Prix nationaux, comme ça a été le cas avec le Grand Prix du Canada, comme un peu ce qu'on voit avec Lance Stroll, la hausse
la hausse du nombre de billets vendus lors du Grand Prix du Canada, évidemment, quand pré-pandémie, ça explique aussi les choses. Donc, il faut un succès américain pour que... Et je pense que l'exemple parfait pour expliquer un succès, c'est le Grand Prix du Pays-Bas qui ont plus de 100 000 fans qui sont en attente de pouvoir entrer sur le circuit. Ils n'entreront pas tous. Donc, c'est ça, je pense que dès que tu réussis à avoir un certain héros national, comme tu le disais, ça aide énormément tout ce qui se rapporte au code d'écoute ou au succès d'un événement. Oui, et c'est ça. Tu parles des Pays-Bas, mais imagine si la Pologne, par exemple, avec Robert Kubica avait eu un Grand Prix là-bas. Je pense que ça aurait été rempli. Ou bien même en Indonésie, si par exemple, avec le cas de Rio Haryanto en 2016, il y aurait eu des codes, les codes d'écoute auraient augmenté. Les ventes de billets pour un possible Grand Prix en Indonésie, si ça devait avoir lieu, auraient augmenté. Alors, ça prend un peu de... ça prend évidemment un pilote. Il y a déjà l'écurie avec As, malgré les récents succès et peut-être même le changement d'allégeance. Mazepin. Donc, c'est ça. Ça prend un côté américain pour pouvoir y accéder. Il y a autre chose aussi que j'ai vu passer. Est-ce que tu crois que mettre les heures un peu plus tardives dans les courses en Europe, ça pourrait augmenter les codes d'écoute aux États-Unis si on va aller chercher par exemple 1,5 million de téléspectateurs, voire même 2 millions, parce que évidemment les courses ici, parce qu'on est dans la même time zone que New York, ben les courses sont à 9 heures pour les courses en Europe. Les courses en Asie, ben par exemple le Japon, c'est à 1 heure du matin, puis à part peut-être pour ceux qui regardent le baseball, par exemple les matchs de la NFL, ironiquement samedi soir, ou bien même du hockey, vont rester peut-être éveillés si ça leur tente pour de la Formule 1, mais si tu les mets par exemple, la course a lieu à genre 13h, 14h, voire même midi au Japon par exemple ou en Chine, ben la course pourra avoir lieu à minuit, puis ça ferait l'affaire. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu penses de cela? Ben, c'est sûr que je pense que les codes d'écoute suivraient le pas. Parce que, par exemple, si tu vas de l'autre côté, vers le Pacifique, la Californie, la course est à peu près à 6 heures. Mm-hmm. Donc, est-ce que les gens se lèvent réellement à 6 heures pour une course de Formule 1 en Californie? J'ai des doutes. Mais là, si tu fais ça, tu vas rendre des gens en Europe pas très heureux non plus. Ouais. Donc, ça va paraître aussi dans les codes d'écoute en Europe. Je pense que oui, tu veux conquérir un marché, mais tu ne veux pas non plus donner un désagrément à l'autre, qui est ton marché principal. Donc, je pense pas que ça soit la solution. Peut-être de mettre un mouvement que, je sais pas, moi, la course, elle passe normalement à l'heure actuelle, mais qui a un système de reprise assez rapidement aux États-Unis. Vers 9-10 heures pour des Californiens, ça peut être intéressant de regarder une course de Formule 1, je sais pas, t'sais. Mais là, en même temps, les résultats sont sortis, donc, je pense que t'as une piste de solution, mais je crois que ça viendrait trop donner un désagrément pour les Européens. Effectivement. Puis on sait que les Européens, il y a évidemment une grosse il y a un gros bassin de fans en Europe, donc évidemment tu peux pas te débarrasser de tu veux pas perdre ce gros bassin, ben une partie de ces gens, parce que tu veux plaire aux États-Unis. C'est sûr que les États-Unis représentent un marché important financièrement. Oui. Mais historiquement, la Formule 1 s'est créée en Europe. Donc, tu peux pas aller contre nature non plus. C'est ça.
Parce que oui, c'est bien, par exemple, d'avoir des courses aux alentours de je sais pas, 10h, 11h, par exemple, où les courses ont lieu à genre 16h, par exemple, en Europe et tout. Mais en même temps, ça va pousser le bouchon jusqu'à à quel moment. Puis je me souviens aussi, il y a Luca Di Montezemolo, l'ancien l'ancien président de Ferrari, qui avait dit, je pense que c'était il y a une dizaine d'années à peu près, qui avait dit, les gens, ça leur tente pas d'avoir des courses à 14h, 15h, parce que il fait chaud, t'as pas envie, il fait chaud, d'accord, mais est-ce que tu crois qu'une course en soirée à 19h, 20h, alors que peut-être le lendemain tu dois aller travailler, c'est mieux? Je sais pas. Je pense vraiment pas. Je pense que la formule présentement fonctionne pour nous aussi. Ouais. On est quand même chanceux. Les courses sont à 9h à notre réseau de temps. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est important de le garder comme ça. C'est un système qui a fait ses preuves. C'est un système qui fonctionne. Les gens apprécient présentement. Donc, je pense pas qu'il faut tout modifier seulement pour les Américains. C'est ça. Et même à ça, je pense aussi que, tu vois, on parlait de rediffusion. Par exemple, le Grand Prix de Monaco a été diffusé sur ESPN, mais il y a eu une rediffusion sur ABC à 12h30. Donc, et je pense, si je me souviens bien, il y a eu des codes d'écoute assez respectables pour une rediffusion de course. Évidemment, et puis aussi, la manière dont ça fonctionne, et évidemment, toutes les courses sont diffusées sur ESPN, à l'exception des épreuves en Amérique du Nord. Donc, là, normalement, on aurait eu le Grand Prix du Canada aurait été diffusé sur ABC. Le Grand Prix des États-Unis le sera évidemment sur ABC, tout comme celui du Mexique. Alors, et puis, on s'entend que Miami sera diffusé sur ABC l'année prochaine. Ça, c'est clair et net. Et le truc aussi, c'est que il n'y a pas de pause publicitaire. Il n'y a aucune pause publicitaire parce que je me souviens, en plus de ça, ESPN utilise le feed de Sky Sports F1, un peu comme ce qui se fait ici avec TSN pour le côté anglophone. Et lors de la première course en 2018, il y a eu des pauses publicitaires. Or, ce que Sky Sports F1 ne fait jamais. Et ça a déplu aux fans, surtout alors que la course était en Australie, donc à genre 1h du matin. Et tout de suite après, il y a eu une réaction possible avec Mothers, qui est le commanditaire principal pour la diffusion de la Formule 1 sur ESPN. Ils ont dit, bon, ok, on va faire une course, on va essayer une course sans pause publicitaire. Puis tout le monde a adoré ça et depuis, il y a rien eu. Donc, c'est sûr que par exemple, pour le NASCAR ou les 500 000 d'Indianapolis, surtout l'édition de cette année où il y a eu énormément de pauses publicitaires, quand tu regardes la Formule 1, au moins t'es prêt à suivre l'action. Donc, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne. Oui, complètement. Ouais, donc, je suis vraiment satisfait de voir que aux États-Unis, je sais que moi normalement je devrais m'en foutre parce que ce sont nos voisins du Sud et je pense que les codes d'écoute au Canada ici augmentent, donc Dieu merci. Parce qu'il y a un travail de fou qui est fait avec RDS, qui fait un très bon travail. Les performances de Lance Stroll, la présence de Nicolas Latifi, donc 2 Canadiens à temps plein en Formule 1, ça aide les choses. Mais aux États-Unis, c'est parce que, évidemment, avec Liberty Media, la présence de Haas et du Grand Prix des États-Unis, avec l'arrivée de Miami, je pense que c'était quelque chose qu'il fallait qu'on souligne parce que c'est un marché. Les États-Unis sont un marché important. Puis si jamais la Formule 1 veut atteindre un niveau de popularité important, ça doit passer par les États-Unis. Exact, qu'on le veuille ou non.
c'est la réalité. C'est ça. Et on va parler d'une autre réalité, celle de la W Series, parce que, comme je l'ai dit lors de l'émission d'après-course, on a déjà eu une course de compléter. C'était la deuxième saison de ce championnat monoplace 100% féminin qui a été remporté par Alice Powell. Et il y a une deuxième course ce week-end lors du Grand Prix d'Autriche. Donc, si jamais vous voulez regarder ça, c'est je pense samedi à 10h30 sur RDS. Donc c'est à ne pas manquer et c'est en direct en plus de cela. Mais sinon il y a un gros consensus d'appréciation. Il y en a qui aiment pas ça et ça c'est normal. Et c'est le cas de la pilote allemande Sophia Floch, présentement en DTM. Et évidemment, il y en a beaucoup qui la connaissent à cause de son terrible accident qu'elle a subi. C'était en 2019, si je me souviens bien, lors du Grand Prix de Macao, où elle a été, où sa voiture a été propulsée dans une clôture, puis elle s'en est sortie avec juste une petite fracture de la vertèbre. L'un des accidents les plus spectaculaires que j'ai vu de ma vie, probablement. Ouais, exact. C'était pas beau à voir. Mais Sophia, depuis 2 ans, elle est un peu en croisade avec la W Series. Elle n'aime pas le concept. Et parce qu'elle dit en fait que normalement les femmes, pour se prouver, elles devraient se battre contre les hommes. Et dans un tweet qui a été supprimé, ça a été publié avant le Grand Prix de Styrie. Et je cite, elle a dit la vainqueur à 28 ans, en parlant de Alice Powell, l'âge moyen sur le podium, bon, à peu près le même, aucune chance de compétitionner contre les hommes de la même classe. À la fin, c'est pourquoi 15 points de super licence et le monde va voir que les femmes sont plus lentes. C'est l'évidence que la W Series est en train de montrer que ces femmes sont lentes et tout. Et Alice Powell n'a vraiment pas apprécié les propos. Elle a dit, donc, l'âge n'est qu'un chiffre. L'âge n'est qu'un chiffre. Donc, si j'ai 28 ans, je devrais plus gagner, n'est-ce pas? Et elle a répliqué à un abonné sur Twitter où elle dit, je préfère être une retardataire dans une vraie série que dans un show event en qualifiant la W Series. Donc, Marc-André, de ce que tu as entendu, est-ce que tu crois que c'est la meilleure chose à faire est-ce que tu crois que il y a des points qui sont valides? Est-ce que tu crois que elle est dans le champ? Je pense qu'elle est pas mal dans le champ, je te dirais. J'ai bien apprécié le spectacle de la WNBA. Ah, c'est vrai, c'est un bon spectacle la WNBA. Shout out to Karen North. J'ai bien aimé parce que premièrement, rapidement dans la course, Chadwick s'est retrouvé extrêmement loin. Donc, ça lui a permis de faire quand même une belle remontée. Mais, tu sais, même sans ça, je pense que c'est une compétition qui a raison d'être. Ça permet d'ouvrir un petit peu plus les horizons, de montrer qu'il y a aussi des femmes qui font de la course automobile, qui étaient, tu sais, pas très montrées avant que cette compétition prenne d'assaut le monde de la course automobile. Donc, je pense vraiment que plus l'image de cette série va se propager, plus les femmes vont pouvoir montrer qu'ils sont performantes et qu'ils peuvent compétitionner contre des hommes. Je pense que ça commence par ça. Et ensuite, on se dirige peut-être vers d'autres cieux. Mais je suis d'accord qu'il est pertinent de rassembler les femmes ensemble, de faire une compétition interne. Et ensuite, je pense que les meilleurs de cette compétition-là pourraient potentiellement se frotter à des hommes, ou du moins dans des compétitions peut-être plus réputées. Ouais, exact. Puis moi, je dois dire, parce que Sophia Floch, elle est une pionnière en elle-même en course automobile, parce que même si les résultats ne sont pas là, soyons honnêtes, elle est passée en Formule 3, ça n'a pas été la joie. En DTM, sa première course, c'était pas la joie non plus, mais elle ne s'est pas rendue là sans
sans marketing et tout. Elle est vraiment venue par elle-même par dur labeur. Et c'est loin d'être une Carmen Jordan qui est probablement l'inverse de ce qu'on doit faire, parce que elle veut vraiment faire un peu de la ségrégation sexiste, c'est-à-dire les femmes doivent enfin Carmen Jordan n'est pas un exemple, et Sophia Flörsch elle en est une à sa propre manière. Cependant, je pense que la W Series, comme tu l'as dit, a sa raison d'être, parce que moi, de ce que j'ai remarqué, cette série a fait beaucoup plus pour les femmes que toutes les séries incluses, que ce soit en Formule 1, NASCAR, IndyCar, name it. Évidemment, en IndyCar, on a eu Paretta Autosport qui a une équipe majoritairement féminine avec Simona De Silvestro au volant, qui a bien fait quand même aux 500 000 d'Indianapolis, qui a réussi à se qualifier. Mais en Formule 1, il y a eu des femmes, on s'entend. Il y a eu des femmes. Il y a eu Leila Lombardi qui est la première femme à avoir marqué des points en Formule 1, même si c'est un demi-point dans des circonstances tragiques. Il y a Desiree Wilson qui a été la première femme à gagner une course de Formule 1 de n'importe quelle façon. C'était une course hors championnat, mais ça compte quand même comme une course de Formule 1, qu'on le veuille ou non. Mais à part ça, il y a eu pas mal, moi j'ai vu pas mal de propos pour dire les femmes ne sont pas capables de se rendre en Formule 1 à cause de leur physique et tout. Et ça c'est quelque chose qui m'énerve. Mais de voir Sophia partir en croisade contre une série qui fait beaucoup plus pour accepter les femmes dans ce sport. Puis évidemment, la PDG c'est Catherine Bond-Muir qui a fait beaucoup, mais elle a été aussi aidée par David Coulthard, Dave Ryan, beaucoup de personnes qui ont été en Formule 1 et qui veulent redonner pour les femmes, pour qu'il y ait un peu plus de femmes en course automobile, parce que actuellement, dans les échelons de la course automobile, on compte 1% de femmes qui se retrouvent avec une licence de course automobile. 1%, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Et je pense que la W Series ne nuit pas non plus. Donc c'est pour ça que je suis vraiment pas d'accord avec Sophia, parce on dirait justement elle part en croisade contre une série qui n'a rien demandé, contre une série qui est là pour aider et qui ne nuit vraiment à rien. Donc je pense qu'il y a une évolution qui est certaine, parce qu'il y a 2-3 ans, évidemment, peu de gens s'intéressaient au sort, je crois, des femmes en course automobile, parce qu'ils n'avaient pas de porte-parole. Je pense que la W Series, présentement, est un peu un porte-parole des femmes en disant « On veut être vu, on veut avoir une tribune, voici ce qu'on montre. » Et après ça, c'est au monde de la course automobile à faire les efforts pour les amener s'ils les méritent aussi. Parce que, tu sais, je ne veux pas nécessairement qu'une femme se fasse dominer en piste juste parce que on en veut une. T'sais, je pense que ça soit une femme qui puisse compétitionner contre les hommes en Formule 1 ou n'importe quelle compétition, c'est important également. Ouais, et c'est ça. Le truc aussi, et que je répète énormément, c'est de ne pas seulement se fixer à la Formule 1, parce qu'il existe n'importe quel, parce que c'est bon pour toutes les compétitions automobiles endurance, DTM, justement, avec elle-même qui a un volant, donc voilà. Et ironiquement, une des coéquipières de Sophia Flörsch en endurance, avec Richard Mille Racing, et Badski Vesseux, qui participe au show event en question.
Donc, c'est là aussi où elle doit faire attention à ce qu'elle dit parce que une de ses coéquipières fait partie de ce show event en question. Et je pense que c'est pas quelque chose que, je comprends, elle est en désaccord, mais tu dois pas non plus manquer de respect à une série qui essaie de faire le mieux pour tout le monde. Peu importe que ce soit, peu importe l'âge, la sexualité, l'ethnicité, c'est d'être égal pour tout le monde. D'ailleurs, Sarah Moore, qui est ouvertement lesbienne, elle est montée sur le podium et la représentation compte aussi. Donc, c'est très important de dire que n'importe qui en course automobile peut venir dans les milieux. Je sais qu'on en a parlé lors du dernier épisode justement, que c'est tellement difficile de se rendre en course automobile parce que ça coûte beaucoup d'argent. Mais en même temps, c'est aussi aux équipes d'accompagner ces pilotes. Un peu comme je vais aller un peu ça va paraître un peu banal ou bancal ou bizarre, mais par exemple je sais pas, le système d'académie ou de repêchage dans les ligues professionnelles, je pense que ça pourrait être un exemple qui pourrait aider les athlètes, les jeunes sportifs et sportives à pouvoir gravir les échelons sans nécessairement ruiner le portefeuille, son portefeuille. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Marc-André? Oui, je pense qu'il y a un système de repêchage qui viendrait qui serait supporté par des commanditaires, par exemple. Je crois que ça peut être une piste de solution intéressante. Non, j'aime bien l'idée. Parce que tu vois, lors de la première course, il y a Puma qui il y a maintenant, parce qu'on sait que l'année prochaine, il y aura officiellement un championnat d'équipe pour la série. Mais cette année, il y a un système d'équipe. Et dans celle-là, Puma parraine une équipe, la Puma W Series Team, avec Gosia Ardest et Marta Garcia. Il y a Miguel Forbes, qui parraine aussi une équipe non officiellement aussi. Et il y a aussi Veloce qui est en fait une équipe sportive mais aussi de e-sports qui paraît et dont fait partie Jamie Chadwick, pardon. Donc il y a un intérêt dans cette série. Donc c'est sûr que les gens vont voir que c'est du marketing pour se faire plaisir, mais tu mets pas ton argent sur quelque chose qui a l'air random. Tu le fais parce que, évidemment, t'as des intérêts, mais aussi, tu as une idée philanthropique derrière. Parce que c'est bien beau de paraître comme une compagnie, mais il faut savoir aussi redonner à la population. Et c'est pour ça que, par exemple, t'as Miguel Forbes qui se parraine comme équipe non officiellement. T'as Puma, t'as Veloce aussi qui s'implique aussi. Alors, c'est important d'avoir une série comme la W Series peut permettre de vendre un projet qui va permettre aux femmes de se sentir mieux valorisées en course automobile. Parce que ça a l'air facile à dire, mais ça a l'air facile à dire que ces femmes vont conduire lentement. Mais j'ai vu des hommes conduire bien plus mal que ça. Hein. Donc, effectivement. Essayez pas de rabaisser les femmes pour dire elles sont lentes alors que presque semaine après semaine tu peux en voir qui sont et tu te demandes mais qu'est-ce qu'il fait là alors. Donc essayez pas de vendre cette excuse en fait. Donc est-ce que t'as quelque chose à rajouter avant de passer à l'autre sujet? Non, je pense qu'on n'a pas fait le tour. Parfait. Donc, W Series, ronde numéro 2, Grand Prix d'Autriche, ce samedi sur les ondes de RDS à 10h30, ou bien, si vous nous écoutez en France, je pense que c'est sur Canal+, vers 16h15,
Enfin, c'est aux alentours à de... visiter votre guide de télévision. Ouais, exactement. Donc, mais la course est à 16h30, ça, c'est ce que je sais. Donc, après la course de Formule 1. En fait. après les qualifications de Formule 1. Ah, les qualifications. Ouais, c'est exact. vrai, excuse. C'est les qualifications. Mais C'est samedi. et puis, en parlant de Formule 1, ben, on va parler d'arrêt au puits. Parce que on nous a annoncé lors du Grand Prix en fait, la semaine dernière, que la FIA va ralentir les arrêts au puits, et ce, à partir du Grand Prix de Hongrie. Donc, en citant évidemment l'article de motorsport.com, elle s'appuie sur des critères liés à la sécurité. Donc, elle a répondu à des plaintes de certaines écuries pour, disons, endiguer l'avantage de rapidité dans les stands que se sont procurés d'autres concurrents. Évidemment, il y a eu des suspicions selon lesquelles des équipes ont eu recours à un certain niveau d'automatisation supérieure à ce qui est autorisé au règlement. Donc, évidemment, il y a selon le règlement technique de la Formule 1, ben, il y a des capteurs qui sont utilisés dans leur cadre, doivent agir de manière passive. Donc, on parle probablement d'un ralentissement d'arrêt au puits de quelques dixièmes de seconde. Et d'ailleurs, l'équipe qui pourrait être énormément, comment je dirais, amputé par cela, ben, ce serait Red Bull, puisque cette année, 6 des 10 meilleurs arrêts les plus rapides en 2021 appartiennent aux meneurs au championnat. Donc, Marc-André, qu'est-ce que tu penses de cela? Ben, tout part d'une simple et banale question, selon les dires de Toto Wolff, de Mercedes, qui voulait changer un élément sur la façon de faire pour un arrêt au puits. Puis c'est là que la Formule 1 s'est rendu compte que certaines écuries, ce n'est pas seulement Red Bull, avaient un certain système autonome qui, en fait, ce qu'on expliquait, c'est que les mécanos avaient un piton qui pressait lorsque la roue était suffisamment bien vissée. Et un capteur prenait cette information et le remettait à un système qui pouvait permettre à la voiture de repartir avec les feux verts. Donc, tu vois, c'est encore une façon, je trouve, de trop minimiser les efforts qu'une écurie peut faire en usine. Tu sais, on passe souvent qu'en Formule 1, on tente de trop cadrer ou on tente de pas de rabaisser, mais il y a certaines inventions très intelligentes que les mécanos peuvent faire qui sont d'un coup enlevées. Ça, je trouve, c'en est un. Là, on raconte que ça peut être très dangereux pour les mécanos. Parce que je chasse, ça fait plusieurs années que Red Bull utilise un système comme ça et présentement, aucun incident est rapporté avec ça. Bon, bien sûr, vaut mieux prévenir que guérir, vous allez me dire, je suis d'accord avec ça. Mais et l'exemple est bon aussi pour Mercedes, qui l'an dernier avait inventé le DAS, qui était magistral comme invention. Ils avaient ajouté ça à leur voiture et ils l'ont dû la retirer après une plainte de Red Bull. Mm-hmm. Mais j'étais pas trop d'accord non plus à l'enlever le DAS, même si bon, c'était très automatisé, on va se le dire. Là, mais voici, ce sont des inventions que je trouve qui sont peut-être importantes de garder parce que ça dénature pas le sport. Mm-hmm. Je trouve que d'avoir des arrêts au puits technologiques aujourd'hui, ça peut être bon. On suit la logique qui nous amène à... On est rendu dans un monde technologique. C'était bien beau, là, en 1990. Les mécanos n'avaient pas une grande technologie, mais aujourd'hui, on peut l'utiliser pour que le spectacle soit encore meilleur. Et je trouve que les arrêts au puits sont une raison d'être dans la compétition, qu'elle soit rapide, efficace, ramène les voitures beaucoup plus rapidement sur la piste et ils peuvent nous donner des actions. Par exemple, bon, là, on parlera pas de secondes, on parle de quelques dizaines de secondes. Donc, ça change pas grand-chose. Mais, prenez par exemple un arrêt au puits qui
bon, ça n'arrivera pas, mais et 3 secondes plus long. Ouais. Ben, ça arrive dans la stratégie que non, tu vas peut-être pas faire entrer ton pilote parce que tu sais que tu vas revenir derrière quelqu'un. Donc, tout ça va peut-être changer. Donc, j'ai hâte de voir les conséquences que cela va avoir, surtout. Ben, en fait, moi, je te dirais, je trouve que c'est un peu, c'est un peu, en fait, c'est pas un peu absurde, c'est absurde, mais je suis d'accord sur le niveau de sécurité parce que, Oui, ça, évidemment, un arrêt en 2 secondes, c'est impressionnant parce que, évidemment, ce sont des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de pratique, entre 2 grands prix. Mais évidemment, personne n'est immunisé à l'erreur. Et tu peux en faire. Et malheureusement, on a eu des cas où des mécanos ont été blessés sérieusement. Je pense entre autres à un mécano de chez Ferrari qui a été qui a été en fait qui s'est fracturé la jambe après un arrêt au Grand Prix de Bahreïn 2018 avec Kimi Raikkonen. Sportivement aussi, Haas, qui a été ce fameux Grand Prix d'Australie 2018, 2 fois la même erreur qui ont coûté une course importante pour l'écurie qui avait une bonne voiture. Et tout ça, ça a été ruiné par quoi? Par un arrêt mal exécuté. Alors, au moins, ça nous a donné un spectacle extraordinaire pour Drive to Survive. J'aurais dû mettre ce son. We look like a bunch of vancards. Ben, c'est exactement ça. C'est un peu le côté positif que ça nous a donné. Mais là, ça arrivera plus, là. ça arrivera plus, mais en même temps, je trouve que dans une ère où, évidemment, et Dieu merci, il n'y a plus de ravitaillement d'essence, ben, tout dixième de seconde est important et je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'est concentré sur ces arrêts au puits. Pour être en mesure de changer les pneus de manière plus rapide pour éviter de perdre du terrain, pour faire de l'undercut aussi. Donc, oui, en certain sens, je trouve pour un niveau de sécurité, c'est bon, mais côté spectacle, ça nous prouve un peu, ça va nous faire perdre un peu le côté surhumain, en fait. Oui, puis j'ai hâte de voir aussi, là, on parlait de quelques dixièmes, mais encore là, est-ce que l'entraînement, parce que les mécanos, pensez pas qu'ils font rien durant une fin de semaine, là. Ils s'entraînent pour justement que ce mouvement soit rendu naturel et que ça paraisse comme étant extraordinaire, ça ne va pas de nulle part. Donc, j'ai hâte de voir si l'entraînement peut battre le système et venir prouver que oui, ce système aidait, mais en même temps, c'est aussi l'entraînement qui compte. C'est ça, c'est exactement, parce que sans ça, ben peut-être on aurait eu des situations un peu plus compliquées et des écuries qu'on aurait arrachées en fait. Parce que je me souviens à un certain moment, je pense dans les années 90-2000, un arrêt en 4 ou 5 secondes, c'était je trouvais ça vraiment rapide. La norme. La norme, c'était plus des arrêts en 7-8 secondes. Entre 7 et 10 secondes parce que évidemment avec les ravitaillements en essence, tu pouvais mettre le plus d'essence possible pour rallier la ligne d'arrivée. Mais maintenant et des arrêts en 4-5 secondes, c'était assez rapide. Maintenant, on est rendu à des arrêts en quoi 1.9 secondes. Tu sais, j'ai pas le temps en 2 secondes de faire quelque chose, puis un arrêt au puits est déjà fait. Alors, c'est quand même énorme. Les temps ont changé. Cependant, je crois que il ne faut pas non plus mettre oui, je dis c'est bon pour le spectacle de voir des gens faire un changement de pneu en plus de quoi 5 secondes, en même pas 2 secondes, mais faut pas que ce soit non plus à
aux dépens de la sécurité du personnel. Évidemment, eux, ils le font de manière sécuritaire. C'est bien entretenu et tout. Mais est-ce que la FIA va vraiment essayer de gérer tout ça? Je pense que ce serait un peu trop, pas judicieux, mais c'est un peu trop difficile à gérer, je pourrais dire. Mhm. Oui, puis c'est encore, tu sais, oui, tu l'as mentionné, c'est tellement important de sécuriser le tout. Je pense qu'un tel règlement va venir le faire, mais là, ils doivent l'appliquer, ils doivent continuer à surveiller le tout, pour pas qu'il y ait des petites écuries qui pensent que le tout va pas être découvert. C'est clair que des enquêtes vont être faites, des vérifications vont être faites, donc les écuries, je pense pas qu'ils vont réussir à passer sur le mail de la FIA. Ouais, exactement. Donc, j'ai hâte de voir. Est-ce que, de toute façon, il reste 2 grands prix pour voir aux écuries et pour nous faire des arrêts en 2 secondes, mais aussi pour s'adapter à la nouvelle réalité qu'est que va être les arrêts au puits un peu plus lents. Je pense pas que ça va être probable. On va peut-être arrêter d'avoir des arrêts en 2 secondes à peu près, mais ça va rester quand même rapide. Oh, oui, c'est clair. Oui. Et finalement, on va parler en fait de la Russie. Le beau Grand Prix de la Russie. Tellement plaisant. C'est tellement plaisant, mais au moins on en a encore pour 2 Grands Prix de Russie à Sochi, puisque en fin de semaine, ça a été annoncé que la Formule 1 va se déplacer à Saint-Pétersbourg. Non, pas la Floride là. On parle de de Saint-Pétersbourg, de la capitale de la Russie. Non, c'est Moscou. Moscou? C'est pas ça. Oups. J'ai retourné mes cours de géographie. Oh my God! Ça va sur les internets, sur les memes. Je suis désolé, Marc-André. C'est correct. Par contre, c'est la 2e plus grande ville de Russie. Ouais, je me suis mêlé avec un autre pays qui possède une capitale qui est pas leur plus grande ville. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas Saint-Pétersbourg. Apparemment, c'est une belle ville, beaucoup plus touristique que Moscou. Et ils vont aller à Igora Drive, qui est un circuit qui est à 1 heure du centre-ville de Saint-Pétersbourg, qui n'est pas la capitale de la Russie. Donc, à partir de 2023, Marc-André, ta réaction face à cela? Je suis aux anges parce que le Grand Prix de Sochi était pratiquement l'un des pires, avec celui de France, qui nous a donné un bon spectacle cette année. Mais, tu sais, même visuellement, c'était pas beau, le Sochi. C'était pas enlevant. Des fois, tu vois des beaux paysages. Tu vois, par exemple, au Grand Prix de Belgique, à Spa-Francorchamps, c'est beau, c'est montagneux, ça te donne le goût d'y aller. Moi, ça me donnait pas le goût d'aller à Sochi. C'était dans le cercle olympique, avec beaucoup de bâtiments, des routes, quelques arbres, mais pas tant que ça. Ouais. Donc, c'était pas une image très valorisante, je pense, pour la Russie. Donc, ça fait faire du bien pour les partisans, les fans de Formule 1, mais aussi pour la Russie. Je pense que de montrer... moi, j'ai reçu que de bons commentaires sur Saint-Pétersbourg. Des gens m'avaient dit que c'était la capitale. Mais peut-être qu'on ne doit pas leur faire confiance, finalement. Mais, tu sais, je pense que Saint-Pétersbourg est peut-être mieux nanti pour avoir un spectacle intéressant. Et honnêtement, côté circuit, on ne peut pas avoir pire, là. Probablement que t'as regardé ça sur Trivago, alors. Mais Igora Drive, je dois dire, juste à regarder le circuit actuel qui est de 4 km et qui a reçu le titre de grade 1 à la fin de 2020. Donc avec Sochi et je pense même le Moscow Raceway à Moscou, dans la capitale. Ok, j'arrête. Qui sont des circuits de grade 1, donc qui ont la
l'incapacité pour accueillir des Grands Prix de Formule 1, Grand Prix de Formule 1 avec la logistique, les paddocks et tout. Je pense que c'est une bonne chose. Et juste à regarder le circuit aussi, je trouve que il y a une bonne élévation, entre autres, surtout dans les derniers virages. Je pense qu'on pourrait avoir un bon spectacle. Mais là, il y a quelques heures, ils avaient confirmé que ils avaient l'intention de prolonger le circuit pour que ce soit un tracé d'environ 5,1 km. Évidemment, je trouve que quand je regarde... C'est long, mais je trouve que la prolongation du circuit est moyen. Comparé au circuit original, moi je trouve que peut-être le virage 17, il devrait peut-être pas mettre de chicane, peut-être juste faire un genre de petits virages rapides là avant le freinage. Mais moi je pense que il y a rien qui pourra battre Sochi comme niveau de nullité. Même si j'aime ce circuit quand même, je dois le dire, j'aime le circuit de Sochi, mais il ne nous a pas produit des grands prix intéressants. Et pourtant, on est passé par nombreuses générations de voitures. Même si c'est le même moteur, mais les voitures ont changé au fil entre 2014 puis 2022. Donc, et les places aussi des pilotes, c'est interchangé par les années. Parfois, c'était Hamilton qui partait en pole, parfois c'était Bottas, et tout ça nous a donné le même type de spectacle, un peu médiocre, un peu plate, un peu sans saveur tant que ça. Donc non, je suis quand même heureux de voir ce changement maintenant à Saint-Pétersbourg et à son circuit de nous montrer un meilleur spectacle. Tout simplement. Et en plus, 2023, ça va être la deuxième année de la nouvelle génération de voitures. Donc, si la nouvelle génération de voitures nous permet de nous offrir un spectacle beaucoup plus intéressant de ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans de nombreux de Grands Prix, ben peut-être qu'on pourra avoir un spectacle intéressant à Saint-Pétersbourg. Mais la seule chose que je ne souhaite pas, c'est qu'il y ait une alternance entre Sochi et Saint-Pétersbourg, parce que je pense que Saint-Pétersbourg a beaucoup plus de valeur que Sochi, honnêtement. Oui, c'est une station balnéaire, mais si tu veux une station balnéaire, je pense que tu pourrais aller à Ibiza. Carrément à Ibiza, ou bien tu pourrais aller par exemple à d'autres endroits plus populaires, meilleurs que Sochi, je dois dire quand même. Puis si tu veux aller puis Saint-Pétersbourg, c'est plus attrayant que Sochi, soyons honnêtes. Ouais, vraiment. Ouais, donc au moins j'ai hâte de voir. On était supposé avoir une course de DTM en 2020, mais avec la pandémie, il y en a pas eu. Peut-être qu'on en aura peut-être avant l'arrivée du Grand Prix de Russie de Formule 1. Mais j'ai hâte de voir ce que ce circuit va nous offrir. Évidemment, on va avoir deux Grands Prix de Russie à Sochi encore, en espérant que celui de 2022 avec la nouvelle génération de voitures puisse nous offrir un bon spectacle avant qu'on dise bye Sochi. Et en terminant, je trouve ça intéressant d'avoir une course à Sochi avec les nouvelles moutures de voitures, juste pour voir la différence que ces voitures vont nous amener. Ouais, exactement. J'ai hâte de voir. Est-ce que si jamais la course est plate, au moins on va dire que là on va avoir la confirmation que c'est le circuit le problème. Exact. Alors, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. Évidemment, on vous souhaite une bonne fête du Canada si jamais vous nous écoutez ce jeudi. Ou bien si vous nous écoutez des États-Unis, on vous souhaite un bon Independence Day.
et nous serons évidemment en ondes pour l'émission d'après-course du Grand Prix d'Autriche ce dimanche. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Twitter et sur Twitch @lebulletingp. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On a aussi Instagram @lebulletingp. Nous avons notre site où vous pouvez lire nos chroniques, nos émissions, réécouter nos podcasts et lire nos avant-courses et les top et contre-performances. C'est sur bulletingp.com et vous pouvez écouter nos podcasts sur vos plateformes de balado-diffusion préférées. Alors, Marc-André, un énorme merci d'avoir été là. Merci à toi, Ablu. C'est toujours un plaisir. Et évidemment, on enregistre cet épisode un peu plus tôt parce que le Canadien joue. Donc, évidemment, c'est le club qui s'est retrouvé sur le logo de Lance Stroll. Alors, en espérant une victoire, ils peuvent égaliser la série au moment où on se parle. Ou bien... Peut-être que ça va avoir mal vieilli demain lorsqu'on va le publier. Eh oui, ça se peut fortement. Alors, merci d'avoir été là. On se retrouve dimanche pour l'émission d'après-course et la semaine prochaine pour un autre épisode du Bulletin GP. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. Salut tout le monde!